Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 10 800 personnes environ vivent en prison aujourd'hui. Des hommes et des femmes isolés par la force des choses, mais qui, en période de Covid, subissent une double peine. Les visites des familles sont suspendues, les contacts par téléphone ou vidéo très limités. Dans certaines prisons, les détenus ne peuvent quasiment plus sortir de leur cellule. 1 heure de préau de temps en temps, une douche, mais pas tous les jours. Les droits les plus fondamentaux sont largement bafoués. Alors que des détenus avaient été libérés pendant le premier confinement, cette fois, la politique est différente. Les libérations sont limitées et en avant-projet de loi envisage même la suppression de tous les congés pénitentiaires jusque fin mars. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Pour analyser la situation actuelle dans les prisons, mais aussi aborder la question des alternatives, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Marie Berquin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésidente de l'Observatoire international des prisons Belgique. Et Marie-Sophie Devresse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de criminologie à l'UC Louvain. Alors Marie Berquin, la situation dans les prisons aujourd'hui, finalement, elle ressemble à quoi ? Eh bien, ici pour le deuxième confinement, donc depuis le 2 novembre, les détenus n'ont plus aucune visite. Donc, ils ne peuvent plus voir du tout leur famille. Donc, ça veut dire des enfants qui ne voient pas leurs parents, des parents qui ne voient pas leurs enfants. Ils n'ont plus du tout d'activité. Donc, ils sont la grande majorité du temps en cellule et le taux de surpopulation est reparti à la hausse. Donc, on a des conditions de promiscuité qui sont de nouveau très compliquées, sachant que, et c'est quand même pas négligeable, le stress de la période que nous vivons pour le moment, qui est un stress que tout le monde partage sur la situation sanitaire, est vécu doublement par les détenus qui, du coup, n'ont plus que très peu de contact avec leur famille, donc aussi peu d'informations sur ce qui se passe et qui sont déjà dans des conditions matérielles de vie qui sont très compliquées, pas seulement à cause du Covid, mais de manière générale, la vie en prison est une vie qui est dure. Et donc cette situation sanitaire, ils la vivent 2 fois plus difficilement, aussi par les conditions générales de détention qui leur sont imposées. Oui, alors vous l'avez dit, il n'y a plus de visites, donc il y a eu une reprise légère des visites pendant le déconfinement, mais pas vraiment de visites hors surveillance. Enfin, on sait que ça a créé une grève des agents pénitentiaires notamment. Ça paraît être le plus difficile à vivre quand on lit certains témoignages de détenus. Est-ce que vous craignez, vous, un impact à long terme sur leur santé mentale, en fait ? Mais cette crainte sur la santé mentale, c'est déjà une crainte que beaucoup de spécialistes formulent, même à l'égard de la population libre, sur le manque de contact humain que la population peut avoir maintenant en cette période de crise. Alors c'est évident que pour les détenus, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, il y avait eu une interruption de toutes les visites pendant le premier confinement. Alors il y a certaines visites qui ont été remises, mais ça a été très difficile parce que par détenu, c'était limité le nombre de personnes qui pouvaient voir en visite, que c'était derrière des vitres en plexiglas, que les visites hors surveillance, donc qui permettent d'avoir des contacts rapprochés avec ses proches, sa famille, ses enfants, n'ont jamais pu reprendre parce que quand on a voulu les remettre en place, il y a eu une levée de bouclier des agents pénitentiaires. Et aujourd'hui, de nouveau, tout est bloqué. Mais donc, c'est des gens, comme je l'expliquais, qui sont déjà dans un stress intense au quotidien, qui ne peuvent pas partager tout ça. Et évidemment que ça a des conséquences très lourdes sur leur santé mentale. Subir la détention au quotidien est déjà incroyablement difficile, sachant que la détention entraîne déjà une rupture de certains liens sociaux et familiaux. Quand une personne est incarcérée, parfois, sa famille, la compagne, les enfants ne supportent pas d'aller à la prison et donc on a déjà une rupture des liens sociaux. Ici, le peu de liens sociaux que certains détenus parviennent à garder est stoppé net. Ils n'ont plus du tout de contact avec l'extérieur, plus du tout de contact avec leur famille. Évidemment que ça a des potentielles conséquences dramatiques sur leur santé mentale. Marie-Sophie Devresse, on voit que dans d'autres secteurs de la société, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment... que ce manque de contact, de liens sociaux était vraiment désastreux. On voit que dans les maisons de repos... ça a eu un impact grave aussi. Et du coup, petit à petit, on a essayé de réinstaurer une forme de lien social. Le fait qu'en prison, de nouveau, on interdise les visites, est-ce que ça donne l'impression que finalement les détenus, leurs familles sont encore plus oubliés qu'avant ? Et qu'est-ce que ça dit finalement de notre rapport à la prison et aux détenus ? En fait, la question des visites, c'est vraiment une des questions les plus cruciales au sein du milieu carcéral. Et je pense que la situation actuelle que Marie vient d'évoquer renvoie vraiment à l'enfermement dans l'enfermement. À partir du moment où on coupe le lien social, il y a quelque chose de l'ordre de l'oubli et d'un certain sentiment d'échec, en quelque sorte. C'est comme si on actait d'une manière, je dirais...
accepter que finalement le lien est rompu et que fondamentalement on ne pense plus le détenu au cœur de la société, enfin on ne pense pas le ramener à l'intérieur de la société, puisque finalement la question du lien est remise à l'arrière-plan. Mmh. Alors, on voit que pendant le premier confinement, il y a quand même des libérations. Selon les chiffres, on a entre 800 et 1200 détenus qui ont pu être libérés temporairement pendant le premier confinement. Ici, l'optique, elle n'est pas du tout la même. Marie Berquin, on n'est plus dans des libérations anticipées ou dans des libérations temporaires. On garde les détenus en prison, c'est la politique actuelle. Oui, donc pendant le premier confinement, effectivement, il y avait quelques centaines de détenus qui ont pu bénéficier d'une interruption de peine. Donc, c'est des détenus qui étaient déjà proches de leur fond de peine, qui ont pu... Et bon, voilà, il y a toute une série de conditions qui avaient été mises, mais en tout cas, il y avait environ, comme vous l'avez dit, entre 800 et près de 1000 détenus qui ont pu accéder à cette interruption de peine, sur le constat du terrain qu'il fallait réduire la surpopulation carcérale pour éviter la propagation du virus. Donc ça, c'était l'objectif pendant le premier confinement. On évite de mettre les gens trop proches les uns des autres en prison, et donc on va sortir toute une partie de la population carcérale de prison. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même optique qui est prise, sachant que pendant le premier confinement, ça avait quand même très très fort limité la propagation du virus, puisque les cas en prison étaient assez limités. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, donc il n'y a plus de congés pénitentiaires, il n'y a plus de permission de sortie, il n'y a plus de détention limitée. Tout ce qui permettait à des détenus de sortir de la prison est arrêté, aujourd'hui jusqu'au 13 décembre, et il y a un projet de loi qui propose de cesser toutes ces libérations, tous les accès des détenus à l'extérieur jusqu'en mars 2021. Donc ça veut dire que jusqu'en mars 2021, plus personne ne sort de prison, sauf les fonds de peine évidemment, ce qui est une catastrophe parce que ça va augmenter la promiscuité, et on le voit déjà dans le nombre de cas de Covid-19 en prison, ça a augmenté, donc c'est évidemment pas une bonne chose, mais surtout c'est au niveau même de la pression à l'intérieur des établissements pénitentiaires que c'est dramatique. Et je rebondis sur ce qu'on a dit sur la question des visites. Ce qui est intéressant aussi, c'est le sens le message que ça fait passer de supprimer toutes les visites par rapport à ça. Parce que supprimer toutes les visites, ça veut dire considérer que le virus ou que le risque sanitaire vient des familles en réalité. C'est ça que ça dit, c'est de dire finalement le risque sanitaire, il vient des visites, donc on stoppe les visites. Et déjà ça, politiquement, c'est problématique de considérer que le risque sanitaire, il n'est que là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui rentrent et qui sortent de la prison, ce sont les agents pénitentiaires. Et ça, c'est inévitable. Donc des allées et venues en prison, il y en a. Considérer qu'en limitant et qu'en interdisant l'accès aux familles aux prisons, on va limiter le risque du virus, alors que dans le même temps, on interdit tous les congés pénitentiaires et toutes les permissions de sortie, ça n'a pas de sens. Alors oui, je vois que vous vouliez réagir, Marie-Sophie Devries. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, il semblerait qu'il n'y a pas vraiment un bilan qui a été tiré de ce qui s'est passé lors du premier confinement. Finalement, est-ce que c'est sur la base d'une analyse d'un échec qui aurait eu lieu? Pas du tout. On n'a absolument pas vu d'effets délétères liés à la politique qui a été prise de libération lors du premier confinement. Oui, il n'y a pas eu une explosion de la violence. Non, absolument. Enfin, en tout cas, elle n'a pas été constatée. Il n'y a absolument rien qui nous permet d'avancer ce genre d'idées. Et donc c'est en cela qu'il est vraiment étonnant de voir soudain un changement de politique, le passage d'une politique, je dirais, d'un certain pragmatisme et de bon sens pour le coup, avec une politique effectivement tout à fait répressive, sans qu'on ne puisse finalement en comprendre vraiment la rationalité ou vraiment en comprendre les fondements. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment une question à se poser, c'est à quoi est dû ce changement de politique, sachant que nous n'avons pas de constat à la clé qui permettrait de justifier ce changement de politique. Oui, et justement, ça aurait pu être l'occasion de se dire, voilà, on a réussi à diminuer la surpopulation carcérale pendant le premier confinement. Peut-être que ça peut être un déclic pour continuer dans cette voie-là et pour réfléchir à des alternatives aussi à la détention. Mais c'est en cela qu'on voit que finalement, souvent, les expériences dans tout ce qui est en matière pénale, on n'en tire pas toujours nécessairement les conséquences. Il y a plutôt une tendance à réagir, je dirais, à l'actualité ou à réagir aux émotions, etc. Mais quand on a des expériences qui se mènent et dont on peut tirer précisément des conclusions ou dont on peut se dire, tiens, voilà quelque chose qui pourrait être élargi, etc., on a quand même l'impression que parfois il y a un déficit, je dirais, d'analyse sur ce qui est possible de faire et les effets de ce qu'on fait. Et ici, je pense qu'on a raté une bonne occasion. Alors oui, Marie Berquin, vous vouliez réagir? Mais oui, parce que je trouve qu'on
devrait aussi en tirer des enseignements pour une politique carcérale de manière générale. Ça n'est pas juste parce que, à cause de la crise sanitaire, on a proposé des interruptions de peine à une série de détenus et on a vu qu'il n'y avait pas de conséquences néfastes pour la société en termes d'augmentation de la criminalité ou en termes de conséquences d'autres, quelles que soient les autres conséquences négatives qu'il y aurait pu avoir. Ça n'est pas que dans le cadre même de la crise sanitaire qu'il faut tirer un enseignement de ça. On pourrait aussi tirer l'enseignement que manifestement, quand on a une politique réductionniste, c'est-à-dire que quand on enferme moins, il n'y a pas de conséquences néfastes. Parce qu'un des effets pervers de la politique ultra sécuritaire et carcérale, pro-carcérale qui est mise en place maintenant en supprimant les congés pénitentiaires et les permissions de sortie, c'est que de plus en plus de détenus font ce qu'on appelle leur fond de peine. C'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas d'une libération anticipée parce que comme ils n'ont pas eu de congés pénitentiaires et de permissions de sortie pour préparer leur sortie, ils ne peuvent pas bénéficier d'une libération anticipée. Mais aller à fond de peine, ça veut dire sortir du jour au lendemain sans aucune préparation à la sortie. Ça veut dire n'avoir pas préparé sa réinsertion dans la société, ce beau mot de réinsertion. Ça veut dire n'avoir rien préparé. Et ça veut dire aussi que la société n'a plus de contrôle sur eux, éventuellement. Plus aucun contrôle, aucune aide du détenu, et un détenu qui a parfois fait 1, 2, 5, 10 ans de prison, qui se retrouve du jour au lendemain dans la société sans avoir rien préparé. Et là, il y a potentiellement un danger pour le détenu lui-même, qui se retrouve sans aide, sans ressources, ne fût-ce que pour ça. Marie-Sophie de Vrees, vous avez beaucoup travaillé sur la question de la surveillance électronique et vu qu'on parlait d'alternatives et du fait qu'il y a très peu d'études qui analysent les expériences passées, est-ce qu'après plus ou moins 15 ans maintenant de bracelets électroniques, vous avez l'impression que le gouvernement, l'État a pris des enseignements de ce qui se passe en matière de surveillance électronique? Parce qu'on sait qu'au départ, un des objectifs de cette surveillance électronique, c'était de réduire la surpopulation carcérale. Or, ça n'a pas du tout fonctionné sur cet aspect-là. Mais c'est-à-dire qu'il y a un effet, on le répète relativement régulièrement, hein, il y a un effet qui est bien connu qu'on appelle l'effet d'extension du filet. C'est-à-dire que dès qu'on propose une nouvelle mesure, il y a tendance à appliquer cette nouvelle mesure sans pour autant diminuer ce que l'on entend remplacer. Et donc une mesure qui vise à remplacer une autre, donc par exemple la surveillance électronique qui viserait à remplacer la prison, eh bien très souvent elle vient s'ajouter à la prison plutôt que de la remplacer. Et donc c'est un effet qui est bien connu et qui est connu depuis très très longtemps, et la surveillance électronique n'y a pas échappé. C'est-à-dire qu'on a placé de plus en plus de personnes sous surveillance électronique et on n'a pas vu, je dirais, de manière corrélative. Alors on voit des fluctuations bien sûr dans les taux d'incarcération, mais on ne peut certainement pas attribuer à l'arrivée de la surveillance électronique en Belgique les fluctuations qu'on a pu observer ces dernières années. Et donc ça c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est intéressant à voir, c'est que souvent on part d'une bonne intention, hein. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens, même en ce compris dans nos responsables politiques, qui se rendent compte qu'il y a un problème du côté de la prison. Mais je pense que le grand saut parfois qu'il faut faire demande un certain courage, parce qu'il faut prendre la prison à bras-le-corps. Et c'est pas nécessairement, ce problème à bras-le-corps, et essayer de voir qu'est-ce qu'on veut faire avec les personnes. Et très souvent, on se contente, je dirais, d'étendre l'arsenal pénal, de proposer des nouvelles mesures. Et finalement, ces nouvelles mesures, ok, elles coexistent à côté de la prison, mais ça ne résout pas le problème intrinsèque de la prison et de cette fascination encore qu'elle a, en ce compris auprès du grand public, qui a souvent l'impression que quand les personnes ne sont pas mises en prison, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Et d'un point de vue politique aussi, souvent, ce type de discours est soutenu. Et donc, la question des alternatives, c'est une question très compliquée. Maintenant, on peut quand même souligner que en surveillance électronique, on a certaines personnes qui sont placées et qui, par là, peuvent peut-être éviter la prison et peuvent peut-être vivre, je dirais, une peine sous un autre régime que le régime carcéral. Beaucoup de personnes placées en surveillance électronique préfèrent bien évidemment cela à la prison, ne sont pas toujours conscientes que peut-être elle n'échappe pas nécessairement à la prison pour autant. Et d'un autre côté, ça ne nous permet pas encore vraiment, je dirais, de remettre en question la rationalité même de l'enfermement. Hein, on a juste rajouté la surveillance électronique à côté de l'enfermement et les deux coexistent, je dirais, de manière finalement
assez paisible. Donc ça veut dire que, juste pour parler concrètement, plutôt que d'avoir des gens qui, au lieu d'aller en prison, on leur met un bracelet, en fait, ça va être des gens qui peut-être n'auraient pas eu de peine ou qui ont eu du sursis, mais pas de peine de prison, et à qui on dit, on va quand même leur mettre un bracelet parce que c'est mieux ça que rien. Par exemple, ce type de mécanisme, et puis ce qu'on oublie aussi parfois, c'est qu'on peut placer une personne sous surveillance électronique, mais si elle échoue, je dirais dans le suivi de sa mesure, il est tout à fait possible de la réincorporer en prison. Et très souvent, on a tendance à voir la surveillance électronique comme une alternative, mais la prison est toujours au bout du chemin, si j'ose dire. En tout cas, c'est toujours une espèce de Damoclès qui pèse au-dessus de la personne qui est placée sous surveillance électronique. Et ça, on l'oublie, et on oublie parfois de comptabiliser, j'ose même dire, les personnes qui parfois reviennent en prison ou demandent parfois être réincarcérées ou incarcérées parce que la surveillance électronique est très dure à vivre, contrairement aussi souvent à l'image que l'on s'en fait. C'est une mesure qui est lourde, qui est quand même relativement difficile à respecter. Elle est très contraignante. Et bon, on a parfois des personnes qui sont réincarcérées. Donc, en termes vraiment de place faite en prison sous cet angle-là, on voit directement que le calcul est un peu relatif. Marie Berquin, Marie-Sophie Devresse parlait de l'extension du filet pénal. Alors pour des auditeurs qui ne sont pas habitués à ce genre de termes, de quoi on parle exactement quand on parle d'extension du filet pénal? Parce que souvent ça revient dans le discours quand on parle d'alternative à la prison. Il y a cette crainte de beaucoup d'associations, d'avocats et autres, de cette extension du filet pénal. Mais l'exemple que vous avez donné est tout à fait exact, c'est-à-dire que si la justice considérait avant l'arrivée des alternatives comme le bracelet électronique par exemple, si la justice considérait que vous ne deviez pas avoir de peine de prison, eh bien aujourd'hui elle va pouvoir dire finalement on a cette super mesure qui est le bracelet électronique, donc on va vous imposer un bracelet électronique. Donc ça n'est pas pour les gens à qui on a imposé une peine de prison qu'on va remplacer la peine de prison par un bracelet électronique, c'est pour les gens qui bénéficiaient d'autres mesures de faveur, qui donc n'étaient pas incarcérés, qu'on va leur imposer un bracelet électronique. Ça fait que ce qu'on appelle l'extension du filet pénal, c'est qu'il y a de plus en plus de gens à qui on impose soit la détention, soit une mesure alternative. On n'a pas réduit le nombre de personnes à qui on impose la détention. Et je vous donne un autre exemple, celle des maisons de transition. On a mis en place des tentatives qui sont des maisons de transition, l'idée étant à la base que pour qu'une personne qui a fait des mois ou des années en prison soit réinsérée de manière plus douce dans la société, on va lui proposer à la fin de sa peine d'entrer dans une maison de transition qui est une maison qui est gérée un peu comme une prison, mais qui est une petite structure qui lui permet d'avoir un mode de vie qui est plus proche de celui qu'on a dans la société, et donc qui fait une espèce de transition douce, si on veut, entre la prison et la société libre. Le problème, c'est qu'au lieu de remplacer une part de la peine de prison, qui est la fin, par la maison de transition, on va finir par ajouter un temps de détention à la détention en disant, à la fin de votre détention, vous devrez encore passer par la maison de transition avant de pouvoir être libéré. Et ça aussi, c'est symptomatique de l'extension du filet pénal. On ajoute quelque chose alors qu'on essayait de remplacer. Alors, vous parliez de ces maisons de transition. Du coup, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que justement, ces maisons de transition, elles seraient gérées en partie par du privé. Ce mélange privé-public qui n'est pas du tout remis en cause, visiblement, en tout cas pour le moment, par le nouveau gouvernement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose question à toutes les deux ? Oui, alors à l'OIP, on est très interpellés par cette question parce qu'en fait, le privé prend de plus en plus de place dans la question carcérale. Il a commencé à prendre de la place au moment où, par exemple, pour le projet de la prison de Harren, ce sont des partenariats publics-privés qui se sont vus confier les contrats pour la construction de la prison. Ça veut dire que l'État va louer, si vous voulez, les bâtiments pendant un certain nombre d'années à des consortiums dont le privé fait partie. Mais ce qui veut dire qu'il y a des sociétés privées qui ont un intérêt dans l'incarcération. Et déjà ça, politiquement, c'est problématique. Ça veut dire qu'il y a des sociétés privées qui ont un intérêt à ce qu'on incarcère plus de monde. Ça, c'est par exemple pour la construction des nouvelles prisons. Pour les maisons de transition, vous avez la sécurité qui est laissée aussi à des privés comme G4S. Et donc ici, de nouveau, on a des sociétés privées qui ont un intérêt à ce qu'il y ait plus de monde en prison, ce qui est quand même dingue. Et alors, dernier exemple qui montre l'intrusion du privé dans la question carcérale et où on peut commencer vraiment à parler de capitalisme carcéral, c'est que par exemple, vous savez qu'il y a des détenus qui travaillent en prison, ils ont une rémunération qui est absolument inférieure à ce qu'est
une rémunération normale dans la société libre. On parle d'environ 1,25 € de l'heure quand un détenu travaille. Et qui les emploie parfois, ce sont des sociétés privées. Ça veut dire que ce sont des sociétés privées qui ont accès à une main-d'œuvre qui est très bon marché, qui est constituée de détenus. Alors, on n'en est pas encore à des exemples comme aux États-Unis où ce sont carrément des privés qui gèrent l'intégralité de certaines prisons, mais on a un vrai glissement vers le privé qui est très inquiétant à plusieurs égards. Marie-Sophie Devrais, est-ce que c'est un constat qui vous inquiète aussi ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'on a posé la question à juste titre, et il faut continuer de le faire à mon sens, la question carcérale du point de vue des droits humains. Il est clair que c'est au départ, je dirais, d'une volonté de s'interroger sur le respect des droits humains qu'on s'est intéressé à la condition carcérale. Mais je pense que la question contemporaine, vraiment, va être celle justement de la question de l'économie et de la façon dont la prison s'insère de plus en plus dans une logique économique. Et dans ce sens-là, je rejoins tout à fait les constats de Marie, notamment parce que l'impact du privé peut vraiment avoir un impact tout à fait important sur la notion de politique criminelle. Vous évoquiez le fait des prisons qui sont gérées par le privé et l'exemple évidemment des États-Unis, qui est souvent pris comme un exemple repoussoir, qui a l'air très loin de nous, etc. Mais on voit quand même que certaines logiques états-uniennes s'installent progressivement. Alors elles mettent peut-être un peu du temps à arriver, mais en tout cas finissent quand même parfois par s'installer chez nous. Quand on voit que dans certaines prisons gérées par le privé aux États-Unis, l'État au sens État des États-Unis, doit payer une indemnité à l'entreprise privée lorsqu'il y a un taux d'occupation inférieur à un taux d'occupation. Ou, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'importance des visites. J'ai lu récemment un rapport qui était fait par... justement une association de droits humains dont le nom m'a échappé, mais aux États-Unis, qui en fait réagissait à l'implantation d'un système de visite par visioconférence qui se sont installés, donc tout à fait indépendamment de la pandémie, c'était il y a 1 an ou 2, et où en fait l'entreprise qui permet en fait, qui propose tout le logiciel, etc., permettant les visites, a fait signer dans son contrat l'exclusivité de l'organisation de la visite, un peu comme on le fait dans un contrat privé où on peut demander une forme d'exclusivité, c'est-à-dire que les prisons qui font appel à ce type d'entreprise signent, alors bon, on s'étonne un peu, on se demande un petit peu pourquoi, mais enfin bon, signent le fait que plus aucune visite à table ne sera faite, l'exclusivité étant laissée à la boîte privée qui va organiser ces visites. Alors bon, c'est évidemment moins d'organisation, etc. au sein de la prison, c'est sans doute peut-être ça qui les motive d'une certaine façon, mais on peut quand même s'étonner de cette logique qui est vraiment une logique économique qui vient s'imposer jusque dans les rapports sociaux les plus intimes des détenus, à savoir leur rencontre avec leurs proches. Alors, Marie Berquin, en fait, le ministre de la Justice, donc Vincent Van Quickenborne, donc Open VLD, a présenté début novembre sa politique face aux parlementaires, et notamment sa politique en matière de prison. Alors on aurait pu s'attendre, vu le gouvernement qui semble plus progressif, un peu plus progressif en tout cas sur papier, on pouvait s'attendre peut-être à une politique un peu plus humaine au niveau carcéral. Alors c'est pas le sentiment que vous avez, et par rapport justement à ces visites, est-ce que votre crainte c'est par exemple que ces visites virtuelles deviennent peut-être la norme à terme, en tout cas qu'on n'y voit pas trop de problèmes, et voilà, est-ce qu'il y a d'autres aspects aussi de cette note qui vous a inquiété ? Elle est très inquiétante à plusieurs égards, et l'exemple des visites est pour moi le plus parlant. La note semble se féliciter de ce que pendant la crise sanitaire, il y ait 55 000 visites virtuelles qui aient été organisées. Rien que cette phrase, ça me fait bondir. Ce ne sont pas des visites, quoi. Ça veut dire que ce sont des gens, on considère qu'ils ont eu des contacts sociaux parce qu'ils ont vu leurs proches à travers un écran. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de considérer que les détenus ont des visites si on les met derrière un écran. Et c'est évidemment la crainte, parce que la note donne cette orientation-là, c'est la crainte que ça soit généralisé. C'est moins compliqué, ça coûte moins cher que de faire rentrer les familles, de les faire sortir, il faut moins de personnel. Donc la crainte, c'est que ça soit généralisé. Et au-delà même de la virtualité des visites, on a aussi une crainte pour la virtualité des audiences, puisque aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est en cours, qui parlerait aussi de mettre certaines audiences, notamment des tribunaux d'application des peines, par vidéoconférence. Ça veut dire que les détenus
détenus ne verront même plus leur juge. Ils seront là presque depuis leur cellule à parler à travers un écran. Donc ça veut dire aussi déshumaniser dans une certaine mesure la justice. Et c'est ça qui est interpellant dans la note, c'est à quel point finalement l'humain passe derrière des considérations économiques, derrière des considérations organisationnelles. Et la deuxième chose que je trouve interpellante de manière globale dans la note, et ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission, c'est à quel point on a le sentiment en lisant cette note que le milieu académique, que le milieu scientifique n'est pas entendu. Quand on parle d'extension du filet pénal, quand on parle du fait que plus de sévérité, plus d'incarcération, ça n'a pas de résultat, que ça n'a pas d'impact sur la criminalité du pays, que le tout à l'enfermement est un échec, mais on a l'impression de parler dans le vide. Hein. La note va dans le sens contraire. On parle de plus d'incarcération, de durcir certaines peines, de durcir les peines en cas de récidive. Il y a des nouvelles infractions qui sont ajoutées. Donc on va exactement dans le sens contraire. C'est à se demander ce que suivent comme direction les politiques, dans quel sens est-ce qu'on veut aller? Oui, est-ce que vous, Marie-Sophie Devresse, qui êtes dans le milieu académique, est-ce que vous avez le sentiment parfois de ne pas du tout être écouté sur ce que vous dites? Disons que, en tout cas, ce n'est pas simple. Alors parfois, la responsabilité incombe aux universitaires qui savent peut-être pas toujours adapter leur discours, je dirais, à leurs interlocuteurs. Mais bon, là, il faut quand même faire un peu d'autocritique. Mais je dirais que oui, ça reste quand même quelque chose de relativement compliqué. Et je pense que les questions pénales, les questions carcérales sont des questions très très complexes et qu'il y a vraiment tout un travail de pédagogie, je pense, à faire à l'égard du public. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est peut-être la première étape par laquelle la politique devrait peut-être un peu se saisir de la question, même si on a envie d'être un peu plus impatient que ça et que c'est légitime de l'être. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre. Et pour travailler avec beaucoup d'étudiants, puisque c'est mon métier, je vois qu'il y a beaucoup d'éléments, je dirais, que l'on pense trop vite, que l'on pense trop simplement. Quand Marie disait, comme tout à l'heure, voilà, on a plutôt tendance, dans le grand public, à dire il faut que les personnes aillent jusqu'au bout de leur peine, etc. Je pense que c'est pas très difficile à comprendre ou à expliquer que de dire, oui, si la personne va au bout de sa peine, une fois qu'elle sort, ça veut dire qu'on n'a rien préparé, qu'elle n'a rien, qu'elle n'est pas accompagnée. Alors que quand elle sort avant, comme cela a été évoqué, il y a des personnes qui l'accompagnent, etc. Et donc, au total, tout le monde a y gagné. Bon, voilà, une question très simple, relativement facile, je dirais, à expliquer. Je crois qu'il y a vraiment un effort pédagogique à faire, parce que je pense qu'il reste encore, de manière très forte, dans le grand public, toute une série de représentations sur la dangerosité des détenus, etc. Quand on ne s'est jamais vraiment confronté à la vie carcérale, on a aussi des représentations, parfois beaucoup plus dramatisantes que ce que c'est en réalité, finalement, quand on est confronté à des personnes qui ont eu des accidents de vie et qui, à un moment donné, peuvent reprendre leur vie d'une certaine manière, etc. On est souvent traité de naïf en disant « vous croyez que les gens peuvent devenir bons ?» Mais ce qui est naïf, c'est de penser qu'il y a des bons et des mauvais. Je pense que tout le monde a des trajectoires et qu'il y a moyen de faire des choses dans ces trajectoires. Mais je pense qu'il y a tout un travail à faire avec le grand public et que ça, c'est une première étape du travail. Et dans un deuxième temps, on pourra peut-être alors avoir le courage politique de prendre certaines mesures qui, il faut bien le reconnaître, sont impopulaires. Mais donc la question, c'est le courage politique et les étapes peut-être à mettre en place pour préparer ce courage politique qui ne tombe pas dans le vide en quelque sorte. Mais, du coup, je vais terminer avec un des points que vous avez soulevé, c'est sensibiliser la population, puisque là on est en plein dans les journées nationales prison et leur objectif c'est vraiment de sensibiliser la population à la réalité carcérale. Marie Berquin, juste un mot là-dessus, c'est vrai que ces journées nationales prison, alors d'habitude il y a toute une série d'événements, cette année Covid oblige, il y a beaucoup de choses qui se font de façon virtuelle, il y a notamment des balades, et je voulais les pointer, c'est vraiment 3 balades qui se font à Namur dans le centre de Bruxelles et autour des prisons bruxelloises, donc Saint-Gilles-Forêt. Donc le principe c'est que donc, vous marchez dans la rue et sur votre parcours vous découvrez des affiches avec un QR code à scanner avec votre téléphone et qui vous renvoie vers des textes, des poèmes, des témoignages, des vidéos des détenus et anciens détenus. Donc toutes les infos sur ces balades et sur les autres activités des Journées nationales de la prison se trouvent sur le site www.prisonwalk.be. Mais donc juste un mot, Marie Berquin, là-dessus, sensibiliser la population, ça vous paraît essentiel?
Bien sûr, parce qu'effectivement, je rejoins Marie-Sophie quand tu dis que le fait d'expliquer les choses permet d'aboutir à des conclusions qui sont celles des gens du terrain ou des chercheurs qui travaillent là-dessus. C'est vrai que finalement, on le voit avec l'Observatoire, quand on explique la réalité carcérale, quand on explique ces différents parcours de vie, qui sont les humains dont on parle, c'est pas juste des détenus, c'est des êtres humains. Quand on parle des humains, eh bien en fait, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus audibles que toutes les représentations fantasmatiques qu'on a de la prison. Mais au-delà de l'éducation, de la pédagogie à faire avec la population, je crois qu'en termes politiques, il y a une vraie réflexion à avoir avant même de penser à la manière dont on va l'expliquer à la population sur le sens de la peine. Qu'est-ce qu'on veut en fait? C'est quoi le projet de société? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on incarcère? À quoi sert la prison? On a le sentiment que c'est une question à laquelle personne n'est capable de répondre dans le milieu politique. Quand on dit vers où on va, mais pourquoi est-ce qu'on enferme plus? Ça sert à quoi d'enfermer un détenu en fait? Qui on protège? Qu'est-ce qu'on espère comme projet de société? Cette question-là reste ouverte. C'est sur cette question ouverte que se termine notre émission. Merci beaucoup Marie Berquin. Donc, je le rappelle, vous êtes coprésidente de l'Observatoire international des prisons, section Belgique, et Marie-Sophie Devresse, donc professeure de criminologie à l'UC Louvain. Merci à vous et une belle soirée à tous.